Est-il possible qu'il existe des formes de vie humaine si différentes qu'elles semblent venir d'un autre monde? Des rituels qui défient la douleur aux langues incompréhensibles pour quiconque n'appartient pas au groupe. Aujourd'hui, nous explorons 12 tribus qui semblent briser toutes les règles. Numéro 12. La tradition unique de la tribu Apatani. Dans la pittoresque vallée de Zéro, à Arunachal Pradesh, vit la tribu Apatani, une communauté soudée d'environ 60 personnes. Leur riche patrimoine culturel et leurs traditions ancestrales sont la pierre angulaire de leur mode de vie. L'une des coutumes les plus remarquables de la tribu est l'utilisation de bouchons nasaux distinctifs par les femmes. Cette pratique a commencé il y a de nombreuses générations, motivée par un besoin de protection inhabituel. Les femmes Apatani étaient réputées pour leur beauté, ce qui entraînait des enlèvements fréquents par des hommes des tribus voisines. Pour éviter ces enlèvements, les anciens ont élaboré une stratégie. Les femmes portaient de grands douchons en bois dans le nez et se tatouaient le visage, ce qui les rendait moins attirantes. Avec le temps, ces marques et ces bouchons sont devenus des symboles d'identité et de fierté culturelle. Dans les années 1970, le gouvernement a interdit ces traditions, ce qui a conduit à leur déclin. Aujourd'hui, la pratique ne subsiste que chez les femmes âgées, qui continuent de porter des bouchons et d'exhiber leurs tatouages comme symbole de la résilience et de l'histoire culturelle de leur tribu. Les Apatani ne sont pas seulement connus pour leur apparence frappante, mais aussi pour leurs profondes racines culturelles. Ils célèbrent de nombreux festivals et sont des artisans experts dans le tissage manuel et l'artisanat du bambou. Leur mode de vie est profondément lié à la nature, ancré dans des croyances spirituelles et le respect de l'environnement. Un trait clé de la vie des Apatani est le buléan, le conseil du village, qui maintient l'harmonie et l'ordre social. Le lien des Apatani avec la terre est une caractéristique distinctive de leur communauté et ils vivent de manière durable depuis des générations, en privilégiant un équilibre respectueux entre les personnes et l'environnement. Numéro 11. Les origines mystérieuses de la tribu Brokpa. Dans les hauteurs reculées et majestueuses de la vallée d'Ario, une tribu extraordinaire et énigmatique a captivé l'imagination des visiteurs et des chercheurs depuis des générations. Les Brokpa, entourés d'une aura de mystère et de légendes, font l'objet de théories fascinantes concernant leurs origines. L'une des plus intrigantes suggère qu'ils seraient les descendants directs des soldats du légendaire Alexandre le Grand, qui, selon la tradition orale, se seraient installés définitivement dans cette région après leur vaste campagne militaire le long de la vallée de l'Indus. Bien que les analyses génétiques modernes n'aient pas trouvé de preuves concrètes venant étayer cette théorie romantique d'une ascendance macédonienne, les Brokpa préservent avec une profonde fierté et un grand dévouement la singularité de leurs coutumes et traditions ancestrales. L'apparence distinctive des Brokpa, caractérisée par leur teint remarquablement clair et des traits physiques uniques dans la région, a alimenté pendant des siècles les spéculations sur leur possible ascendance aryenne. Cette communauté, isolée dans son refuge montagneux, a réussi à préserver méticuleusement son riche patrimoine culturel grâce à un système élaboré de transmission orale et à la pratique constante de ses traditions, transmettant son savoir ancestral d'une génération à l'autre avec une fidélité extraordinaire. Un élément fondamental de l'identité culturelle des Brokpa est leur stricte adhésion à des pratiques matrimoniales endogames. La communauté maintient une forte préférence pour les mariages entre membres de la même tribu, une coutume qu'elle considère comme essentielle à la préservation de ses caractéristiques culturelles et physiques distinctives. Cette pratique est tellement ancrée dans leur société que les mariages avec des personnes extérieures à la tribu sont perçus avec une grande inquiétude, étant considérés comme une menace potentielle pour la continuité de leur identité culturelle et de leurs traditions millénaires. Les pratiques matrimoniales des Brokpa sont particulièrement remarquables car elles incluent à la fois la polygamie et la polyandrie, des systèmes qui les distinguent de manière significative de la majorité des cultures contemporaines. Ces structures matrimoniales multiples ont évolué comme une partie intégrante de leur organisation sociale, contribuant à la stabilité et à la cohésion de leur communauté au fil des siècles. Un autre aspect intrigant de la culture Brokpa se manifeste dans leurs strictes restrictions alimentaires. La tribu suit un régime alimentaire unique qui exclut spécifiquement certains aliments courants, tels que les œufs, le lait et les produits laitiers comme le beurre. Bien que les raisons précises derrière ces interdictions alimentaires restent enveloppées de mystère, ces restrictions diététiques, ainsi que leurs autres traditions et pratiques distinctives, continuent de faire des Brokpa l'une des communautés tribales les plus fascinantes et énigmatiques du monde, représentant un témoignage vivant de la riche diversité culturelle de l'humanité. Numéro 10.
la mystérieuse première rencontre de la tribu Caribou. En 1996, la tribu Caribou, l'un des derniers groupes non contactés d'Amazonie, est entrée en contact avec le monde extérieur. Également connue sous le nom de Casitro ou de Mastro, la tribu a gagné le surnom de « frappeur de terre » en raison de l'utilisation de grandes massues de guerre lors des combats et pour se défendre. La première interaction avec la tribu s'est terminée en tragédie lorsque 7 membres de la Fondation nationale de l'Indien du Brésil ont été tués lors d'un affrontement avec les Caribous. Cependant, le gouvernement brésilien a décidé de ne pas engager de poursuites judiciaires, reconnaissant que les Caribous ignoraient les lois nationales. Le peuple Caribou, qui s'appelle lui-même des Sala, parle une langue panoane similaire à celle de tribus amazoniennes voisines comme les Matri et les Matsi. Contrairement à d'autres tribus de la vallée du fleuve Javali, qui pratiquent les tatouages faciaux, les Caribous se distinguent par leur coiffure singulière, avec les cheveux plus courts à l'arrière et des mèches plus longues à l'avant. Bien que la majeure partie de la tribu reste isolée, un petit groupe vit près d'un poste avancé de la Fune à la confluence des rivières Itui et Itake, ce qui offre aux chercheurs un aperçu de leur vie. On dit que la chef de ce groupe est Maya, une femme impliquée dans une importante altercation avec des fonctionnaires de la Fune. Lorsque les fonctionnaires ont demandé la restitution d'une vache prêtée, Maya les aurait apparemment conduits dans une embuscade. Des guerriers caribous, armés de leurs massues emblématiques, ont attaqué les fonctionnaires. L'un des guerriers, Tab, a ensuite expliqué les actions de la tribu, affirmant qu'ils ne comprenaient pas les étrangers, soulignant leur ignorance et leur peur. Les caribous pratiquent certaines coutumes culturelles, y compris l'infanticide dans des circonstances spécifiques. Par exemple, si un enfant naît avec une malformation comme un palais fendu, la tribu peut choisir de mettre fin à sa vie, une pratique liée à leur tradition de mariage mixte. Mala, par exemple, a pris la douloureuse décision de mettre fin à la vie de sa propre fille lorsqu'elle a contracté le paludisme, par crainte que la maladie ne se propage à la communauté. Le mode de vie isolé des caribous et leur attachement à leurs coutumes ancestrales en ont fait l'une des tribus les plus singulières de l'Amazonie, s'efforçant de préserver leurs traditions tout en affrontant les défis du monde moderne. Numéro 9, la connexion sacrée de la tribu Masaï. Elle a cultivé une profonde connexion culturelle avec le bétail depuis des siècles. Principalement installés au Kenya et en Tanzanie, les Masaï croient que tout le bétail du monde est un don divin que Dieu leur a confié pour qu'ils en prennent soin et le protègent. Le bétail n'est pas seulement un élément crucial de l'économie Masaï, c'est aussi un symbole de richesse et de statut. Il est fondamental pour la structure sociale de la tribu, servant de monnaie et de moyen pour forger des liens familiaux et claniques. L'échange ou le don de bétail est un élément clé pour renforcer les alliances, tandis que la consommation du lait et de la viande des animaux est considérée comme un acte sacré qui relie les Masaï à leurs croyances spirituelles. Depuis des générations, les Masaï migrent avec leurs troupeaux à travers la vallée du Rift, suivant les rythmes naturels de la terre. Ce mouvement saisonnier garantit que la terre ne soit pas surpâturée et permet à l'écosystème de prospérer. Leur alimentation, principalement basée sur le lait, le sang et la viande, fait que les Masaï ont rarement besoin de chasser, ce qui minimise l'impact sur la faune locale. Historiquement, les jeunes Masaï devaient chasser des lions lors d'un rite de passage appelé Alemayo. Ce rituel consistait à chasser des lions mâles, tandis que les lions étaient respectés et n'étaient pas blessés. Actuellement, cette pratique est interdite dans toute l'Afrique de l'Est et les lions ne sont tués que s'ils représentent une menace directe pour la communauté. Cependant, le courage démontré par les Morani, jeunes guerriers ayant participé à ces chasses, est encore célébré dans la culture Masaï. Le peuple Masaï est également connu pour son apparence distinctive et ses vêtements traditionnels éclatants. L'Aksuka, une couverture en coton aux couleurs vives, s'enroule autour du corps et est généralement rouge avec des motifs bleus ou noirs. Bien que l'Aksuka se soit popularisé dans les années 1960, remplaçant les anciens vêtements confectionnés à partir de peaux d'animaux, elle est désormais portée par presque tous les Masaï et a même influencé les tendances de la mode mondiale. Un autre signe distinctif de la culture Masaï est sa joaillerie complexe, en particulier les colliers et bracelets colorés en perles, portés aussi bien par les hommes que par les femmes, et qui ont attiré l'attention de créateurs de mode de luxe. L'un des rituels Masaï les plus célèbres est la Dami, ou danse du saut, exécutée par les jeunes. Lors de cet événement, les hommes forment un cercle, chantant pendant que chacun prend son tour pour sauter le plus haut possible.
Cette impressionnante démonstration de force et de vitalité permet aux guerriers de montrer leur énergie et leur habileté, impressionnant ainsi les femmes de la tribu. Ils participent à des concours de saut. Les touristes en safari sont souvent fascinés par cette danse et certains essaient même d'y participer, bien que peu parviennent à atteindre les hauteurs des Masai après des années de pratique. Numéro 8, un chemin différent vers l'illumination. Les Agoris sont un groupe unique et énigmatique de moines au sein de l'hindouisme. Connus pour leurs pratiques spirituelles peu conventionnelles, cette secte suit une voie qui défie les croyances traditionnelles sur la pureté, la moralité et la vie après la mort. Les Agoris vénèrent Shiva, la divinité de la destruction et de la transformation, croyant qu'à travers lui ils peuvent échapper au cycle de la réincarnation et atteindre la moksha, la libération définitive des attachements terrestres. Leurs rituels sont conçus pour les aider à se connecter avec les forces divines, souvent à travers des actes que la société pourrait considérer comme troublant ou tabous. Ce qui distingue les Agoris, c'est l'utilisation d'espaces sacrés, en particulier les crématoriums. Ils considèrent ces lieux comme sacrés et porteurs de profondes perspectives spirituelles. Dans ces lieux, ils recouvrent leur corps de cendres provenant de restes incinérés, croyant que ces cendres contiennent une puissante énergie spirituelle qui les relie à des royaumes supérieurs. Ils considèrent que toutes les choses de l'univers sont interconnectées, rejetant les distinctions humaines entre pureté et impureté. Certains Agoris vont encore plus loin en consommant de petites quantités de chair humaine, une pratique destinée à dissoudre l'ego et à approfondir leur connexion avec le divin. Pour eux, il ne s'agit pas d'un acte grotesque, mais d'un exercice spirituel essentiel qui aide à briser les barrières entre la vie et la mort. L'histoire des Agoris demeure un mystère. Les chercheurs suggèrent que leurs racines pourraient se trouver dans des sectes hindoues plus anciennes, telles que les Kapalika et les Kalamuka, qui étaient actives entre les 7e et 8e siècles. Ces premières sectes étaient connues pour leurs rituels intenses, parfois effrayants, qui incluaient l'adoration de divinités féroces et la réalisation de sacrifices. Avec le temps, ces traditions ont évolué pour devenir les pratiques agories que nous connaissons aujourd'hui. Le fondateur de la voie agori moderne est Baba Sinaran, une figure vénérée qui a façonné les croyances de la communauté. Il a souligné que tout dans l'univers, même ce que la société considère comme impur, fait partie du divin. Et en acceptant cela, ses disciples peuvent dépasser les limites de la condition humaine et atteindre la libération spirituelle. Pour les Agoris, le rejet des normes sociales, comme leur pratique de vivre parmi les morts et d'interagir avec ceux que les autres craignent, est fondamental dans leur cheminement spirituel. Leurs rituels ne sont pas publics, ce sont des exercices personnels et privés conçus pour les rapprocher de Shiva. Ces actes peuvent sembler choquants ou troublants pour ceux qui ne les connaissent pas, mais pour les Agoris, ils représentent des étapes profondes vers l'illumination, offrant une perspective de la spiritualité qui remet en question les idées conventionnelles du bien et du mal. Numéro 7. Les Imba, une tribu aux fortes traditions qui réside principalement dans la région de Kunen, au nord de la Namibie, dans le sud de l'Angola, est connue pour sa culture vibrante et son apparence imposante. Environ 50 000 personnes appartiennent au Haba et maintiennent un mode de vie profondément lié à leurs anciennes coutumes et traditions. L'une des caractéristiques les plus remarquables du peuple Imba est son apparence distinctive. Les femmes ont généralement le torse nu et portent des bijoux symboliques, tandis que leur peau est recouverte d'un mélange de graisse animale et d'ocre, ce qui leur donne une teinte rougeâtre. Ce mélange, appelé Ojiv, est un symbole de beauté et sert à protéger leur peau du soleil intense du désert. Les villages Imba sont petits, avec des maisons construites en bois et disposées en cercle autour d'un feu sacré. C'est un élément central de leur vie spirituelle et ils représentent leur lien avec leurs ancêtres. Leur routine quotidienne tourne autour du bétail, principalement des bovins, qui ne sont pas seulement leur principale source de richesse, mais aussi une partie essentielle de leur culture et de leur identité. Les Imba ont eu très peu de contact avec le monde extérieur pendant des siècles, vivant paisiblement comme éleveurs de bétail dans les régions arides et reculées de la Namibie. Cependant, cela a changé au XXe siècle lorsque les explorateurs européens sont arrivés pour la première fois dans la région, apportant avec eux une certaine influence extérieure. Malgré ces interactions, les Imba ont largement préservé leur mode de vie traditionnel. La polygamie est une pratique courante dans la société Imba,
et de nombreux hommes ont plusieurs épouses. Cependant, les coutumes matrimoniales des Amba sont uniques. Lorsque les filles atteignent la puberté, leurs parents arrangent leur mariage, tandis que les garçons doivent passer par un rite de passage comprenant la circoncision pour marquer leur préparation à l'âge adulte et au mariage. Pour les filles, la maturité féminine n'est atteinte que lorsqu'elles deviennent mères. Le mariage est un processus formel qui implique un échange important de bétail. Cette transaction, connue sous le nom de dot, constitue un élément clé du mariage. Ils parviennent à un accord. Les familles négocient. La quantité et la qualité des animaux influencent les négociations. Le mode de vie des Imba est profondément ancré dans leurs pratiques traditionnelles. Malgré les influences modernes, ils continuent de préserver leurs coutumes. Leur apparence distinctive, leur lien avec le bétail et leurs fortes croyances spirituelles font de l'une des tribus les plus fascinantes et culturellement riches d'Afrique. Numéro 6. Les Samis, une culture autochtone unique qui transcende les frontières, vivant en Norvège, en Suède, en Finlande et en Russie, constitue l'une des communautés indigènes les plus singulières et résilientes d'Europe. Contrairement à d'autres tribus plus petites, la population Sami compte environ 80 000 habitants et près de la moitié vit en Norvège. Bien que leur histoire ait été principalement centrée sur l'élevage de rennes, aujourd'hui, de nombreux Samis vivent dans des villages et travaillent dans diverses industries modernes, allant du tourisme au service public. Malgré ces changements, les Samis restent attachés à leurs riches traditions culturelles, ce qui les distingue des autres communautés. L'élevage de rennes demeure une pierre angulaire de la vie Sami, en particulier en Norvège, où de vastes étendues de terre sont consacrées au pâturage. Pour de nombreux Samis, cette pratique n'est pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi une façon de rester connectés à leurs ancêtres et à la terre. Historiquement, les Samis ont dépendu de la pêche, de la chasse et de l'élevage pour survivre, mais ces derniers temps, beaucoup se sont adaptés au travail moderne tout en maintenant leur lien avec leur héritage. L'une des traditions les plus précieuses chez les Samis est le Joyou, une forme de chant profondément personnel qui peut être dédié à une personne, un groupe ou un animal. Le Joyou n'est pas seulement de la musique, c'est une expression de connexion et une partie essentielle de la vie spirituelle des Samis. Il est considéré comme l'une des formes de chant les plus anciennes d'Europe, transmise de génération en génération. Un autre aspect important de la culture Sami est le gakti, leur costume traditionnel. Ces vêtements aux couleurs vives, souvent ornés de motifs complexes, sont portés lors des célébrations et des événements spéciaux. Les Samis sont également réputés pour leur artisanat, notamment la broderie à l'étain et le terre, et ils excellent dans la fabrication de vêtements, d'outils et de bijoux. Cet artisanat est une part essentielle de leur identité culturelle, avec des savoir-faire transmis de génération en génération. Malgré les pressions du monde moderne, le peuple Sami continue de préserver ses traditions tout en s'adaptant aux nouvelles réalités. Leur capacité à équilibrer l'ancien et le nouveau leur a permis de prospérer et de maintenir leur culture vivante, même dans un monde en évolution rapide. Leur résilience et leur fierté de leur héritage font des familles une communauté véritablement unique et extraordinaire. Numéro 5. Maître de la peur et de l'illusion. Au cœur des jungles de Papouasie-Nouvelle-Guinée, il existe une tribu qui suscite à la fois l'admiration et la crainte, les hommes de Bouassaron. Avec leur apparence spectrale troublante et leurs mouvements lents et mesurés, les hommes debout ressemblent à des esprits errants parmi les âmes. Leur corps recouvert de boucliers et leurs énormes masques terrifiants ont une présence intimidante qui donne des frissons à quiconque les rencontre. Autrefois l'un des groupes les plus pauvres de la région, les hommes debout sont aujourd'hui célèbres pour leurs traditions uniques et leur apparence imposante. Contrairement aux autres tribus colorées de la région, les hommes de Bouassaron ne sortent pas de vêtements voyants ni de décorations sophistiquées. À la place, ils recouvrent tout leur corps d'argile blanche, ce qui
complètement les ténèbres. Cette tactique ingénieuse a été utilisée pour la première fois par leurs ancêtres il y a des siècles. Le peuple Asaro, autrefois un groupe pacifique et timide, vivait près de la rivière Asaro lorsqu'il a rencontré pour la première fois des tribus ennemies. Lorsque les assaillants se sont approchés, ils ont vu des silhouettes couvertes de blanches grises qu'ils ont prises pour des esprits vengeurs. Terrifiés, les envahisseurs ont pris la fuite, ce qui a donné une idée aux Asaro. À partir de ce jour-là, les Asaro ont commencé à se couvrir de boue pour effrayer leurs ennemis en laissant leur visage propre. En raison de la nature toxique de l'eau de la rivière, ils utilisaient des pierres, des bâtons et tout ce qu'ils trouvaient pour fabriquer des masques d'intimidation. Comme on pouvait s'y attendre, les ennemis ont cru que les Asaro étaient des esprits et se sont enfuis. Cette astuce ingénieuse leur a permis de préserver leur mode de vie pacifique sans jamais avoir à se battre. Numéro 4. La tribu des Sentinelles. En protégeant leur isolement, le peuple sentinellé, qui vit sur l'île de North Sentinel, est l'une des tribus les plus isolées et inapprochées du monde. Leur foyer isolé, entouré de récifs peu profonds et éloigné des routes maritimes habituelles, rend l'accès à l'île presque impossible. Protégé par les lois strictes du gouvernement indien, l'isolement de l'île est quasiment total. Mais ce ne sont pas seulement la géographie et la réglementation gouvernementale qui tiennent les étrangers à l'écart. Les sentinelles défendent activement leur solitude avec une hostilité féroce. En 2018, le monde a entendu parler des sentinelles lorsqu'un touriste américain a été tué après avoir tenté de visiter l'île illégalement. Cet événement tragique a attiré l'attention mondiale sur les efforts de la tribu pour protéger son île. Malgré des rencontres occasionnelles avec des étrangers au fil des siècles, ces tentatives se sont souvent soldées par des situations dangereuses, avec des conséquences fatales aussi bien pour les visiteurs que pour les sentinelles eux-mêmes. Les estimations de la population de la tribu varient considérablement, avec des chiffres allant d'un graphe de 15 à 500 personnes, bien que la plupart des sources suggèrent entre 80 et 150 individus. On pense que les sentinelles sont apparentés à d'autres groupes indigènes des îles Andaman, situés dans la baie du Bengale, mais leur isolement prolongé les a rendus culturellement uniques. On sait très peu de choses sur leur mode de vie. Personne ne comprend leur langue, qui demeure un mystère, et seules des observations limitées de leurs activités ont été réalisées. Parfois, des marins ont aperçu des feux allumés sur la plage ou entendu des chants, mais les sentinelles ont fait peu d'efforts pour se révéler au monde extérieur. Le nom de sentinelle est un terme attribué par des étrangers, car personne n'a réussi à communiquer avec la tribu pour savoir comment ils se nomment eux-mêmes. Leur isolement total du reste du monde en a fait l'une des tribus les plus énigmatiques et farouchement indépendantes qui existent encore aujourd'hui. Numéro 3. La tribu Korowe. Une vie dans la canopée des arbres. Cachée au cœur des denses forêts tropicales de Papouasie, la tribu Korowe a vécu pendant des siècles dans l'isolement, préservant un mode de vie étroitement lié à la nature. Pendant une grande partie de leur existence, ils sont restés isolés, pratiquant un mode de vie comprenant des traditions féroces, y compris le cannibalisme envers ceux qu'ils considéraient comme des ennemis. Cependant, au fil des années, leurs interactions avec le monde extérieur ont progressivement augmenté. Bien que la pratique du cannibalisme ait diminué, les Korowe ont tout de même réussi à préserver bon nombre de leurs anciennes coutumes. Les Korowe ont été découverts pour la première fois par des étrangers en 1978, lorsqu'un missionnaire nommé Johannes Velthuizen, accompagné d'un guide de la tribu voisine Sidak, a établi un contact avec eux. Avant cela, les Korowe et les Sitok avaient des affrontements violents fréquents, incluant la chasse aux têtes et des pratiques cannibales. Aujourd'hui, les Korowe sont connus pour leurs extraordinaires maisons dans les arbres, construites à grande hauteur, souvent entre 8 et 15 mètres, et certaines atteignent 45 mètres. Ces maisons sont entièrement faites de matériaux naturels, comme des branches d'arbres, de l'écorce de sagou et des lianes de rotin, sans utiliser de pluie de vis. Malgré leur hauteur, ces maisons sont robustes et offrent une protection contre les insectes, les animaux sauvages et même d'éventuels ennemis. Chaque maison comprend une barrière en bois pour empêcher les enfants de tomber et une échelle pour faciliter l'accès. Les Korowe construisent une nouvelle maison dans les arbres tous les quelques années, marquant ainsi le passage du temps. À travers ces structures, la tribu adopte un mode de vie unique, également organisé selon l'âge et le genre. Hommes et femmes vivent séparément, et les enfants rejoignent les hommes une fois qu'ils apprennent à chasser discrètement dans la jungle.
Le mariage au sein de la tribu Korowe obéit à un ensemble précis de règles. Les femmes ont tendance à se marier jeunes, tandis que les hommes se marient plus tard, car ils doivent accumuler des ressources pour une dot et organiser un festin. Bien que les Korowe accordent une grande importance à la communauté et à l'harmonie, des disputes surviennent parfois, notamment à propos d'accusations de sorcellerie ou de désaccords matrimoniaux. Dans les cas extrêmes, les punitions peuvent être sévères, allant de l'exil jusqu'à, historiquement, la peine de mort, voire même le cannibalisme. Malgré leur réputation féroce, les Korowe vivent en harmonie avec la forêt, s'appuyant sur d'anciennes traditions qui les guident depuis des siècles. Numéro 2, la tribu Moken, maître de la mer, également connue sous le nom de gitan de la mer, vit dans les eaux de l'archipel de Mergui depuis des centaines, voire même des milliers d'années. Ils passent la majeure partie de leur vie sur de petites embarcations en bois appelées cabans et ne reviennent sur la côte que pendant la saison des moussons pour établir des camps temporaires. Leur vie sur l'eau est fondée sur la légende d'une ancienne reine qui aurait maudit le peuple Moken pour qu'il vive en mer, en punition de la trahison de son mari infidèle. Mais aujourd'hui, le peuple Moken ne considère pas son mode de vie comme une punition. Au contraire, c'est un mode de vie qu'ils ont adopté et perfectionné au fil des générations. Vivant presque exclusivement en mer, les Moken ont développé des compétences extraordinaires en pêche et en collecte de ressources aquatiques. Ils plongent librement sans l'aide d'équipements de plongée modernes, ce qui leur permet de retenir leur souffle pendant de longues périodes et de voir sous l'eau avec une clarté exceptionnelle. Ces compétences se transmettent de génération en génération, leur permettant de chasser et de récolter une grande variété de créatures marines. Après avoir récolté leur prise, les Moken échangent avec des commerçants côtiers contre des articles essentiels comme du riz et de l'essence. Ces échanges constituent l'un des rares liens qu'ils entretiennent avec le monde extérieur. La société Moken est organisée en groupes familiaux, chacun dirigé par un chef de famille. Ces groupes voyagent ensemble en flottille, formant une communauté très soudée qui se soutient mutuellement. Leur profond respect pour leurs ancêtres joue un rôle fondamental dans leur vie quotidienne, avec des rituels dirigés par un chaman qui les guide dans la vénération des esprits de la mer. Les festivals Moken comprennent des danses en transe, des offrandes et d'autres cérémonies destinées à renforcer leur lien avec le monde spirituel et les autres qui les soutiennent. Pour les Moken, leur lien avec la mer n'est pas seulement un mode de vie, mais une connexion sacrée, et c'est à travers ces pratiques spirituelles qu'ils se sentent véritablement chez eux sur l'eau. Leur existence leur procure un profond sentiment de liberté et de protection spirituelle, alors qu'ils poursuivent leur mode de vie traditionnel sur les mers. Numéro 1, la tribu avec une approche différente de la protection. Parmi les nombreuses tribus qui existent aujourd'hui, l'une d'elles se distingue par son approche. Sans dépendre de la force physique, de la peur ou des croyances spirituelles pour protéger ses membres, cette tribu vit sans avoir recours aux tactiques d'intimidation ni aux rituels élaborés sur lesquels d'autres groupes comptent. Au contraire, sa force réside dans sa confiance totale en la coexistence pacifique et la non-violence. Il se concentre sur la résolution des conflits par le dialogue et la compréhension mutuelle, plutôt que par la confrontation physique. Leur succès en tant que tribu repose sur cette approche unique, où le véritable pouvoir réside dans la coopération et le maintien de l'harmonie au sein du groupe. Contrairement aux tribus qui adoptent des attitudes agressives ou défensives, cette tribu adopte l'idée que la paix et la patience sont les formes de protection les plus puissantes. Ils vivent de manière à éviter les conflits inutiles, utilisant la communication comme principal outil pour gérer leurs interactions avec les autres. Leur mode de vie nous rappelle que parfois, la plus grande force réside dans le maintien du calme, de la sérénité et de l'unité. Même s'ils peuvent être confrontés à des défis extérieurs, l'engagement de cette tribu envers la paix offre une leçon profonde sur le pouvoir de la non-violence et l'importance de vivre en harmonie avec le monde qui les entoure. On se retrouve dans la prochaine vidéo.